Salut à toutes, salut à tous, vous écoutez Tech Café, le rendez-vous hebdomadaire sur l'actu tech et ses enjeux de société. Nous sommes le 21 juin 2022, c'est la fête de la musique, y compris aux fenêtres de Guillaume Poggiaspala, c'est l'été et c'est surtout l'épisode 281, youpi des choses remarquables de l'édition 2022 de Vivatech, le salon de la tech en France, avec la recherche des licornes, on va en parler, on a aussi une rubrique intelligence artificielle et algorithmes avec un sujet remarquable que vous avez peut-être suivi. Il s'agit d'un salarié de Google qui défend la capacité de sentiment d'un programme lambda. On va en parler. Un petit peu de nouvelles aussi du côté d'Elon Musk, qui est indéniablement le personnage de la tech sur lequel il y a toujours un peu matière à dire chaque semaine. Ça, c'est cool. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et pour parler de tous ces sujets, on retrouve le président de l'Assemblée des technophiles qui subit actuellement la fête de la musique au pied de sa fenêtre. Auteur du livre Machine de jeu, c'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume. Ouais, salut à tous. J'espère que vous l'entendrez pas en fait, parce que voilà, on fait ce qu'on peut pour minimiser le truc. Mais là, ils ont décidé de mettre de la techno de 1994 donc à ma fenêtre avec des énormes trucs. Je dois avouer que c'est marrant, c'est un côté sympa. J'ai l'impression d'être sur Amiga. C'est quoi ta musique favorite à la base, Guillaume? Ton style de musique favorite? Ouais, moi je suis assez classique en fait, pop rock. Si tu me réponds que tu détestes la techno. Mais même pas en fait, même pas. Je suis pas forcément fan, mais ouais, je trouvais ça sympa. Et puis à l'époque, en plus, il y avait ce côté un petit peu futur. Bon là, évidemment, c'est plus rétro-futur, mais c'est marrant. Il y a une excellente vidéo d'ailleurs, je fais la petite parenthèse sur YouTube de Science étonnante avec les synthétiseurs. Moi j'ai beaucoup appris sur ce qu'était un synthétiseur, comment c'est arrivé. Vous pourrez aller regarder ça. En tout cas, merci beaucoup Guillaume de sacrifier une sortie pour la fête de la musique pour enregistrer Tech Café avec nous. C'est avec un grand plaisir que je te retrouve. Et puis, alors justement, si vous aussi vous êtes sensible à notre régularité dans le podcast, et on peut le dire, je pense, quelque part, notre assiduité, eh ben, vous serez peut-être sensible à mon appel pour financer l'émission. Alors je sais, c'est probablement pénible pour une partie d'entre vous d'entendre cet appel à participation. Mais pensez aussi à ceux qui nous écoutent pour la première fois. Ils ne savent probablement pas que bien que Tech Café est et restera toujours totalement gratuit, ils peuvent passer dans la lumière des personnes qui soutiennent l'émission, ceux qui arrivent à trouver un portail secret vers le club select des soutiens du podcast. Pour cela, pas besoin de NFT, il vous suffit d'aller vous inscrire sur patreon.com/techcafé. D'un côté, vous participez à la hauteur du montant que vous souhaitez chaque semaine et avec les différents niveaux de participation qui vous sont présentés. Et vous pouvez notamment débloquer un flux privé personnel qui vous permettra d'écouter le podcast sans la pub. Vous contribuez à rendre durable cette émission semaine après semaine. Pensez-y. Peut-être d'ailleurs que vous prendrez la place d'une personne qui a choisi d'arrêter de soutenir l'émission parce que oui, en plus c'est possible de suspendre à tout moment votre participation. Donc en résumé, en tout cas pour tout savoir, pour agir maintenant, une seule adresse, patreon.com/techcafé. Le lien est dans les notes de l'épisode. Et merci en particulier à Johan Adjovi et à Bernie27 qui ont fait la démarche. Merci beaucoup à vous de l'envisager. On a un avis aussi sur Apple Podcast. En fait, pour tout dire, Guillaume, je pense que le fait qu'un auditeur nous ait catégorisé comme étant des gauchistes a emmené plein de personnes à déposer des avis sur Apple Podcast pour contrebalancer un petit peu cette opinion. C'est le cas notamment de Xadoy qui dit, et j'ai trouvé sa formule absolument géniale, je pense que je vais la remettre en claim dans certaines de nos productions. La tech, ce n'est pas que de la tech. Et j'aime bien quelque part le résumé de cette phrase. Il développe, il dit « Je pense que certaines personnes n'ont pas compris la portée de la tech au-delà des simples machines et technologies. Ce sont de vrais sujets de société. Tech Café, comme quelques podcasts tech, ont cette chance de prendre le temps d'expliquer la tech, d'expliquer les enjeux pour notre vie et pour le futur, et surtout d'expliquer par un autre prisme que celui des médias mainstream, la crypto, la blockchain, les grandes lois comme le DSA, le DMA. En bref, c'est comme dans tout, il est bon d'écouter plusieurs points de vue étayés et de se faire sa propre opinion. Ce n'est pas en balançant des termes comme gauchisme, Trump, comme ça a été le cas il y a quelques avis, que ça va faire avancer le schmilblick. Et puis il critique aussi le fait que maintenant il faudrait être d'accord avec tout, 100% du discours, tellement on est dans une société polarisée selon lui. Si tu n'es pas avec moi, tu es contre moi. Il lui arrive de ne pas être toujours d'accord avec ce qu'on dit dans le podcast, mais il dit j'écoute, mais ce n'est pas pour ça que je jette le tout. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas d'équilibrer un petit peu les opinions. Je pense que c'est hyper important pour nous. Et puis Guillaume, tiens-toi bien, on a eu aussi des commentaires sur techcafé.fr.
On a eu notamment Étienne qui a déposé un commentaire sur le dernier épisode. Il dit donc merci pour cet épisode. Il les écoute toujours avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Et il dit j'ai installé Firefox parce que oui Guillaume, je sais pas si tu as eu l'occasion d'écouter le dernier épisode, mais je me suis fait le relais de ce navigateur que tu aimes tant à ta place, comme tu n'étais pas là. Et donc il dit lui qu'il a installé Firefox sur Android, qu'il en est ravi. Avant il utilisait Chrome, puis Brave et enfin Kiwi Browser qu'il aimait beaucoup. Et il y a quelque chose qui est mieux géré sur Firefox, l'utilisation du service de saisie automatique des mots de passe, donc Bitwarden pour lui. Ça fonctionne très mal sur les navigateurs basés sur Chrome, alors que sur Firefox c'est parfait. Et il lui manque juste un service de traction des pages web et la possibilité d'importer ses favoris. Je pense qu'il est possible d'importer ses favoris sur un ordinateur, sur Firefox et de les synchroniser, mais bon, je vous laisse évidemment chercher. Et puis un deuxième commentaire qui a été déposé par Sylvain, qui nous qualifie un très très bon épisode selon lui, comme toujours, concernant le cloud gaming dont on a un petit peu parlé notamment avec le service Xbox Cloud. On a parlé donc du portage de Xbox Cloud sur TV Samsung qui permettrait de remplacer la console Xbox Series et sauf erreur, il ne faut pas oublier la limitation d'Xbox Cloud en termes de résolution, nous rappelle-t-il, la Full HD en gros, et de vitesse d'affichage, 30 frames par seconde, 30 FPS, là où la console permet de l'Ultra HD et jusqu'à éventuellement 120 frames par seconde. Il nous rappelle d'ailleurs que GeForce Now fait mieux avec de la 4K, de l'upscale à 60 FPS avec une manette propriétaire, mais il a cru lire que leur appli télé allait bientôt le faire aussi. Merci beaucoup parce que ça fait plaisir de voir que vous écoutez avec autant de soin tout ce qu'on raconte et que vous êtes sensible à réagir et à compléter les éléments quand il y a matière et quand tout simplement ça mérite d'avoir des précisions. Donc continuez, ça fait très plaisir. Et en tout cas, sans autre forme de procès, on va se plonger dans l'actu chaude du moment, à commencer par Vivatech, parce que oui, c'est un salon dont, alors moi je l'ai pas toujours en tête et j'ai pas l'impression que ce soit l'emblème des salons les plus prestigieux dans le monde de la tech, mais c'est quand même un salon tech en France qui n'a rien à envier à d'autres salons de la tech dans le monde. Et en fait, il y avait plein de choses dans ce salon. Alors bien entendu, on n'a pas pu se rendre sur place. J'ai eu malgré tout quelques invitations, mais alors il était vraiment inconcevable pour moi de me rendre sur place. Pour autant, ce qui est génial, c'est qu'on a toujours une couverture de la part des médias et des médias en ligne qui est assez gargantuesque. Et Guillaume, tu as pu, à distance et à contre-courant, suivre justement Vivatech 2022. Bon, à contre-courant, je sais pas, hein. Mais bon, disons oui, c'était du 15 au 18 juin. Et donc Vivatech 2022, c'est modestement surnommé le CES européen. Donc il existe depuis 2016, il y a une partie B2B avec une deuxième partie ouverte au public. C'est vrai que c'est un gros événement cette année, hein. Il y a eu 26 000 visiteurs, il y a eu 500 participants, dont des célébrités qui sont venus quand même. Donc il y a eu Vitalik Buterin en visio, il y avait Evan Spiegel de Snap, il y a eu Jimmy Wales, Yann Lequin, Gary Kasparov, le mec qui fait des échecs, mais il est aussi chez Avast désormais. Donc il y a eu Ryan Roland, CEO de LinkedIn, il y a Brett Taylor de Salesforce, puis il y avait des gens de chez Apple ou Microsoft, sans oublier bien évidemment des hommes politiques, comme Thierry Breton ou Emmanuel Macron himself. Et c'est vrai qu'il y avait il y avait tout du grand salon de tech avec son lot de trucs marrants, mais pas forcément, ni utiles, ni forcément révolutionnaires d'ailleurs, des trucs impressionnants qui font rêver, mais qui se réaliseront peut-être pas vraiment demain, et puis surtout, comme dans toute bonne grande messe de ce genre, il y avait du buzzword, évidemment, du mot à la mode. Pour être bien sûr qu'on est à la pointe de la tech, Web3, métavers, NFT, green tech, licorne, il y avait tous les mots, forcément, avec des produits, qui parfois sont un peu en décalage, en fait. C'est peut-être que moi, mais j'ai l'impression qu'il y avait peut-être un côté un peu 2021 à ce Vivatech. Alors je sais, ça paraît être une boutade comme ça de dire ça, c'est tellement 2021. Mais c'est que ça va vraiment très vite, je sais pas si c'est moi, mais regarde, 2020 ça a été un choc mondial. C'était l'année des confinements, qui a surboosté des Netflix, des Zoom, des Robinhood, et tout le monde de la crypto avec. Et puis en 2021, on conservait cette lancée avec le métavers, qui devait qui devait dématérialiser en fait la notion de lieu, tout simplement. Tu vois, on s'amuse, on se rencontre, on travaille dans des lieux virtuels, donc nulle part et partout à la fois. Puis il y a eu l'explosion des NFT, bien entendu, et tout ça c'était l'an dernier. Mais 2022, c'est une année qui est très différente encore en termes d'ambiance. Et voilà, tu vois, déjà, elle s'annonçait ce fond de crise énergétique avant même le début de la guerre en Ukraine, en février. Et depuis, la réalité nous rappelle à l'ordre. C'est la guerre, elle est pas loin, elle est vachement violente. La défense, du coup, les sujets militaires reviennent sur le devant de la scène, en bousculant un petit peu nos priorités budgétaires. La crise de l'énergie et des matières premières et de la bouffe, ça range pas, c'est super inquiétant. Tous les prix montent, l'argent disponible disparaît, Robinhood est dans le rouge, les cryptos sont en plein crash. Et du coup, c'est vrai que quand je vois Kenzo, Mugler ou Yves Saint Laurent présenter des NFT ou Tagger proposer une montre proposer la possibilité de connecter son wallet à sa montre,
quand je vois Meta être tout fier de ces textures Balenciaga pour ses avatars Horizon, bah ouais, je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a comme un petit décalage, tu vois. Et c'est même un peu aussi, malheureusement, quand j'entends Bruno Le Maire qui veut 10 startups valorisées à plus de 10 milliards d'ici 2030 et 5 d'ici 3 ans, ben, je peux qu'admirer le bel optimisme de cet homme, hein, alors qu'on entre manifestement en période de vache maigre. Bon, évidemment, espérons qu'elle dure le moins longtemps possible, mais bon. Alors, des licornes, il y en a en France, hein, il y en a 29 quand même. Des licornes, c'est les réévaluer à plus d'$1 milliard de capitalisation boursière, évalué en bourse à plus d'$1 milliard. Donc il y a 33 licornes en Allemagne, 56 en Angleterre. Au niveau européen, il y a 283 licornes, dont 17 à plus de 10 milliards et aucune à plus de 50 milliards. Donc il n'y a pas vraiment de titan de la tech sur notre continent pour le moment. D'ailleurs, moment quiz, qui est la licorne française la plus grasse? Oh mince, ça je sais pas. J'ai la plus même grosse pas en tête. licorne. Pourtant, ça a dû être mentionné dans les différents articles que tu as mis dans les notes et dans le conducteur, mais je l'ai pas en tête. C'est Doctolib, avec 5,8 milliards. Et oui. Bien sûr, évidemment. Et voilà. Et donc, seconde licorne un peu replète comme ça, c'est Black Market avec 5,1 milliards. C'est Back Market, non? C'est Black Market? Black Market? Bon, alors, sauf à ce que je confonde, mais c'est Back Market qui vend c'est ça, les produits reconditionnés. Black Market. Black Market, c'est à mon avis, c'est un truc qui se fait sous le manteau. Oh, tu sais. Oui, c'est Back Market, qui est d'ailleurs, qui fait l'objet d'ailleurs d'une plainte, il me semble. Black Market, oui, tout à fait. Bon, on en reparlera à l'occasion. C'est un détail, on en reparlera tout à l'heure. En tout cas, de ces 283 boîtes, la monocorne, là, il y en a 44% qui sont apparus depuis les 12 derniers mois. Ça traduit une bonne dynamique quand même, mais qui, sans surprise, malheureusement, est en train de ralentir. Au cours du premier trimestre 2022, on a une baisse de 50% des investissements, et comme partout ailleurs, les investisseurs vont privilégier la rentabilité à la croissance, ce qui va impacter plus durement les boîtes qui sont justement en pleine croissance. Même Klarna, c'est une boîte de fintech qui fait du paiement fractionné, qui était quand même valorisée à 41 milliards de dollars l'an dernier, se retrouve à 15 milliards de dollars aujourd'hui. Comme quoi, personne n'est à l'abri. C'est pas français, hein, on est d'accord, c'est européen. Non, c'est pas français, Klarna. C'est norvégien, c'est ça, ouais. Je sais plus quel pays. Après, ça veut pas dire non plus que les robinets sont complètement à sec, tu vois, et puis il faut trouver, retrouver un peu de prudence, de bon sens, c'est pas forcément une mauvaise chose, donc voilà. Mais bon, 5 décacornes, comme on dit, hein, d'ici 3 ans, je suis pas contre, hein, mais bon, c'est vrai que je mettrai pas ma main à couper, quoi. Après, on a le droit de rêver, hein, même Bruno. Mais moi, ce qui m'interpelle, c'est cet objectif qui, en soi, fait très, objectif d'entreprise, quelque part, dans certains services commerciaux. Et en fait, je sais pas si ça peut être un objectif qui soit très sain, finalement, d'avoir des licornes, des décacornes, comme ça, dans ton pays. Quelque part, est-ce que de plutôt développer des objectifs de santé économique, de création d'entreprise, d'entreprise avec un certain point, mais tu vois, de raisonner en ayant comme objectif des startups ou des entreprises qui lèvent des fonds comme ça, je trouve que quelque part il y a un côté un peu décalé, mais peut-être que c'est moi qui interprète mal la promesse. Bon, en tout cas, c'est quelque chose qui se veut être le moteur de l'économie. Est-ce qu'il y a des trucs, toi, justement, qui ont été présentés à Vivatech, qui ont retenu ton attention parmi les moultes entreprises qui ont pu être citées dans les médias et les différentes startups qui ont pu être mises en lumière? Bon, il y avait quand même plein de trucs. Alors c'est vrai que le moins qu'on puisse dire aussi, c'est que voilà, il y avait beaucoup de buzzwords, donc il y avait du métaverse à tous les étages. Voilà, ça part un peu dans tous les sens, ça, bien sûr, parce que bon, il y avait Meta évidemment qui était là pour faire des démos de Horizon Worlds sur Quest 2. Bon, autant dire qu'on n'est pas dans la nouveauté la plus brûlante non plus, tu vois. Mais bon, attention, il y a aussi les textures de créateurs pour vos avatars, donc quand même, faut pas déconner. Puis bon, il y avait LVMH aussi qui se lance de la fringue virtuelle avec Roblox et donc via sa boîte DressX, qui fait des vêtements digitaux, voilà, en réalité augmentée et en NFT maintenant, parce que bien sûr, ils sont vraiment uniquement digitaux, voilà, sur photo, désormais en réalité augmentée, donc pour avoir, voilà, son espèce de méta-placard. Évidemment, on se rappelle d'un épisode de Black Mirror, j'imagine, mais bon, voilà, comme à peu près une fois par semaine, ces dernières années, voire une fois par jour. Bon, DressX assure cependant que la mode digitale est 97% moins polluante que la vraie. D'ailleurs, j'en doute pas, une robe en JPEG, c'est sans doute beaucoup moins coûteux à tous les niveaux qu'une robe en coton ou en pétrole. Mais bon, dans un monde où on serait tous habillés comme des sacs et où on se changerait une fois tous les 10 ans, c'est vrai que voilà, alors que nos avatars seraient sapés comme Cordula, oui, ça serait un bénéfice considérable. Après, c'est juste que je vois pas les gens acheter moins de fringues réelles parce qu'ils en achètent des digitales, sauf à ce que tout le monde se transforme en no-life, hein, mais on peut toujours espérer. En tout cas, voilà, la mode digitale, ça semble être une tendance. Je suis pas le mieux placé pour en parler. On avait aussi BNP Paribas ou Edenred qui avaient des stands en réalité virtuelle. Il y avait Adecco aussi qui expérimentait des simulations de futurs environnements de travail pour ses candidats. Donc on filme toute une session de boulot à 360 et en 3D, voilà, pour préparer des gens à la réalité d'un emploi, donc c'est pas idiot du tout.
Après, question métavers, bah, c'est quand même assez loin, tu vois. Si on dit le métavers, enfin bon, chaque démo, chaque initiative, elle était créée dans son coin, il y a rien d'interopérable, il y a pas grand chose de neuf en vérité, tu vois. Dès que quelqu'un fait un truc en 3D ou en VR, bon bah voilà, c'est devenu du métavers. Bon, il y avait des trucs déjà vus aussi, hein. Il y avait Volodymyr Zelensky d'ailleurs a fait une apparition en 3D, mais je pense que c'était pas en direct, hein. Il est apparu dans un holopod. Donc un holopod, c'est une sorte de gros machin, comme une espèce de gros frigo. Mais devant, il y a une grande vitre devant qui donne l'impression de relief comme ça. Donc les holopods, c'est pas nouveau non plus, ça a été présenté début 2021. C'est une boîte canadienne en plus, hein, qui fait ça. Bon, voilà. C'est pas la même technologie que les hologrammes de Mélenchon, hein. Je crois Non, que pas du tout. Ouais, c'est pas du tout le même truc, non, effectivement. Qu'est-ce qu'il y avait aussi? Bah, il y avait beaucoup de green tech, voilà, des entreprises à impact. Faire de l'impact, apparemment, c'est devenu un truc, faire de l'impact. Donc, ça se construit autour de 4 grands axes, hein. Faire sa transition écologique, avoir une gouvernance éthique, être socialement inclusif en interne comme en externe, avoir un financement éthique, un mode de gestion équitable, une intégration territoriale. Oui, je sais, ça fait beaucoup plus de 4. Bon, mais c'est pas grave. Je dis 4 pour pas effrayer l'auditoire. Donc, voilà. Une entreprise, bon, en gros, faire une entreprise qui est pas comme Activision, quoi. Pardon, je sais, c'est un petit peu facile. Outre l'impact, voilà, la green tech et la climate tech étaient aussi à la mode, évidemment. Alors, je suis toujours un peu par nature méfiant, tu vois, en général, c'est un peu facile de mettre pas mal de trucs dans green tech. Back Market, par exemple. Est-ce que c'est une boîte green tech parce qu'elle promeut l'économie circulaire? Tu vois, bon, je sais pas. Mais bon, hors technologie de rupture, voilà, à quel point la tech de base peut vraiment faire une différence, je sais pas trop. J'ai rien vu de spectaculaire, sauf hors justement technologie de deep tech, c'est-à-dire vraiment de rupture. C'est quand même bien qu'il y ait une tendance dans ce sens, au moins, tu vois, voilà, c'est quand même beaucoup mieux que l'inverse, quoi. Donc après, à voir si c'est vraiment suivi d'effet, quoi. Après, c'était quand même un salon assez fertile, hein. Je sais pas si toi, t'as vu des trucs qui t'ont... J'ai vu beaucoup de choses passer à droite, à gauche, dans les différentes mentions sur les réseaux sociaux, dans les articles. En fait, ce qui est assez rigolo, c'est que malgré tout, quand tu creusais au-delà des relais des journalistes et des personnes qui allaient sur place, c'est qu'il y avait aussi beaucoup de retours du style moi, bof, rien de foufou qui nécessite de se déplacer, et avec les retours qui disent oui, bon, c'est vrai que y a rien de très marquant. Donc, il y a un côté comme ça un peu, je sais pas si c'est qu'on commence à être blasé ou si c'est que l'innovation a atteint un palier. C'est vrai, peut-être que ça dépend aussi de la nature de l'innovation. Ouais, bah, je pense qu'il y a un peu les deux. C'est vrai que, il y a beaucoup de choses qui étaient plus ou moins enthousiasmantes, tu vois, comme dans tous les grands salons de tech, en fait, hein, ça part un peu dans tous les sens. Donc, il y avait des robots, des connus comme Spot, hein, voilà, d'autres moins, comme le robot Barista de chez Next. Il y avait des drones, il y avait ceux de la Poste, par exemple, quand tu utilisais des drones pour amener des colis en zone isolée. Je m'en réjouis, hein, puisque étant manifestement moi-même dans une zone reculée, hein, si j'en crois à mes propres expériences de livraison. Mais bon, toujours à la Poste, il y avait un exosquelette, le Cray X, pour de la manutention lourde, en test sur des sites suisses et allemands. Franchement, je sais pas ce qu'ils attendent, parce que moi, j'ai testé un exosquelette à InnoRobot, à Lyon, il y a une petite dizaine d'années. On peut pas parler d'une vraie nouveauté, quoi. C'est vraiment la réflexion que je me faisais quand je voyais ce relais d'exosquelette là, c'est que finalement, spontanément sur le papier, tu te dis mais génial, parce que les métiers sont pour le coup compliqués quand on est amené à faire de la manutention. Si on peut t'aider à être plus efficace, tant mieux. Si on peut porter plus de charges avec peut-être moins d'efforts, tant mieux. Probablement aussi qu'on va pouvoir aider des personnes qui ont des difficultés sur le plan de la santé pour la mobilité, mais en soi, c'est pas nouveau les exosquelettes. Non, alors ce qui est vrai, c'est que ça a pas répandu notre quotidien. Ça c'est pas vrai. Encore en tout cas. Non, mais c'est comme peut-être que celui-ci présente des innovations remarquables par rapport aux précédents dans lesquels on n'est pas rentré. Mais bon. En tout cas, voilà, c'est comme le potager La Grangette, tu vois, c'est le potager avec des graines à acheter en petite boîte, voilà, comme des Nespresso. J'ai l'impression de voir ça depuis des années, tu vois, le volocoptère aussi, le taxi volant. Bon, ben voilà, ça a l'air sympa, hein. Attention, c'est un petit biplace qui va commencer sa carrière au JO de 2024, normalement. Ce sera une démo, hein, mais bon, voilà, ça fait tellement de temps qu'on nous annonce des taxis volants. Mais bon, après Marianne avait aussi repéré des nouveautés qui étaient moyennement attrayantes, parce qu'il y avait aussi des tendances, des tendances de pub, de marketing, par exemple le messaging. Alors c'est peut-être pas nouveau non plus, moi je connaissais pas vraiment, c'est au lieu de faire de la pub de manière standard, t'envoies des notifications par messagerie WhatsApp, ou Messenger, ou iMessage, ce que vous voulez. Donc les marques prennent contact directement, ça peut mener à un achat via une discussion, voilà, en direct, en message privé. C'est le commerce conversationnel. Voilà, mené moitié par des bots, moitié par des vrais vendeurs. Et c'est un véritable cauchemar, hein, puisque je le vois comme une transposition du démarchage téléphonique vers la messagerie texte, en fait, plus ou moins. Si ça t'est poussé, oui. Après, moi, j'aime beaucoup l'idée de dire...
Quand je veux commander quelque chose, eh ben plutôt que d'avoir une interface avec un panier sur un site web que tu valides et que tu payes, finalement si tu peux avoir un avatar qui te reprend la discussion, peut-être que moi ça pourrait m'aller. Et puis tu peux avoir aussi évidemment l'aspect en suivi. Mais encore une fois, est-ce qu'il y a quelque chose vraiment de nouveau et surtout si on te dit bon si c'était vraiment automatisé et que c'était fiable, ce qui n'est a priori pas le cas, tant mieux. Mais le fait de commercer via des interlocuteurs humains, encore une fois, ça existe déjà, madame. Oh, cela dit, peut-être que je me trompe quand on dit Vivatech, peut-être qu'on a trop en tête le côté innovation, et peut-être que finalement, c'est aussi donner l'état de l'art de ce qui se fait aujourd'hui dans la tech. Hein. Bon, moi, si tu veux, j'ai jamais, j'ai jamais discuté, dialogué avec. J'ai reçu évidemment des SMS de marques, mais j'ai jamais dialogué avec et ça me va très bien comme ça, perso. Mais bon, j'ai peur que ça nous soit poussé. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs comme ça qui sont pas forcément, qui moi me font pas trop rêver. Mais il y avait aussi des trucs qui me parlaient beaucoup plus à ce salon 1. Il y avait des boîtes issues du monde de la recherche, qui proposaient des trucs vraiment intéressants, pas forcément sexy au premier abord, tu vois. Mais c'est ce qu'ils appellent maintenant la deep tech. Donc la tech plus profonde, plus, on va dire, plus, qui vient plus de la recherche fondamentale. Donc, par exemple, il y avait Genoskin, donc comme on le voit dans une vidéo explicative qui est assez dégueulasse en fait, ça veut systématiser l'utilisation d'échantillons de peau humaine qui seraient issus des déchets de la chirurgie plastique. Donc on les reconditionne, cette peau, on les cultive, j'imagine, et puis on les transforme en bancs de test pour des médocs, des cosmétiques, des vaccins, parce que c'est des cellules humaines vivantes, et ça permet de faire des batteries de tests en parallèle, tout en parallèle, sans blesser personne, ni aucune petite souris, pauvre bête. Donc il y avait ce genre de truc qui était quand même intéressant, puis il y avait l'entreprise Rosi aussi, ROSI. Sa spécialité, c'est le recyclage de cellules solaires en dissociant des matériaux qui sont collés entre eux, pour récupérer du silicium ultra pur. Et l'argent défile. Donc ça veut recycler 3000 tonnes de panneaux par an et réduire de 90% l'impact de l'industrie photovoltaïque à terme. Donc il y avait aussi Funcell qui a créé un truc, c'est un polymère biosourcé qui multiplie la résistance mécanique du papier par 2 ou 3. Ce qui veut dire qu'on peut aussi réduire le grammage du papier tout en conservant sa résistance. On peut aussi booster le papier pour remplacer le plastique dans certains usages, et donc ça pourrait réduire du coup jusqu'à 30% la consommation de bois pour produire du papier, et Dieu sait si on en consomme du papier. Hein. Donc voilà, il y avait Carboneo aussi qui était spécialisé dans les catalyseurs pour recycler le dioxyde de carbone. Donc ils ont mis au point deux catalyseurs en fait peu chers, qui va dissocier le CO2 en du monoxyde de carbone et du dioxygène. Et ça en consomme un peu d'énergie évidemment. Et les deux gaz résultants peuvent être stockés et après utilisés dans d'autres industries. Tu vois. Donc il y avait aussi de l'électronique un petit peu, avec InSpec qui vont créer un spectromètre miniature. Du coup, il sera tellement petit, il sera même jetable à la limite, et tu peux en foutre partout, et donc surveiller les processus chimiques et biologiques un petit peu partout. C'est des boîtes qui sont toutes issues plus ou moins directement de la recherche fondamentale, quoi. Elles travaillent en collaboration avec des instituts publics ou privés. Et donc il y avait le CNRS, il y avait Polytechnique, il y avait l'INRIA, il y avait aussi des grands groupes comme Sanofi, Tous étaient bien présents à Vivatech, et depuis 2019, il y a eu un plan à 2,5 milliards pour ça, et les startups se multiplient, qui sont issues de ce truc-là. Certains parlent de 500 boîtes qui seraient issues de la recherche fondamentale par an. Donc c'est une bonne chose quand même, il faut que ça continue. La deep tech, pour l'instant, on ne capte que 10% des investissements de tech en France. Et pourtant, ça en recherche, il n'y a rien. Pour innover, faut trouver des trucs, et donc faut les chercher, quoi. Donc voilà, s'il y avait un petit peu moins de fintech, de méta-trucs, et de t-shirts virtuels, et un peu plus de recherche fondamentale appliquée, ça serait pas mal, voilà. Donc espérons que le changement de cap financier de 2022, d'ailleurs, aille dans sa direction, en fait. Oui, parce qu'à la base, c'est aussi une des conséquences d'avoir des financements de start-up et des levées de fonds tels qu'on les suit depuis quelques temps et que tu as largement relayé dans d'autres épisodes. C'est que finalement, j'imagine aussi qu'il faut miser sur le service qui a le plus grand potentiel auprès du grand public immédiat et probablement que les innovations en matière de deep tech sont moins susceptibles au premier regard d'apporter ce type de service. Encore une fois, je pense qu'il y a un grand changement qui arrive et qu'on est en train de vivre, qui est celui du changement climatique, qui va peut-être devoir nous amener à nous poser encore une fois des questions, des priorités. Moi, j'ai de plus en plus de mal, peut-être que c'est l'âge qui avance, Guillaume, je sais, je deviens vieux, mais qui commence à me montrer à quel point il y a une forme de dégoût de toutes ces innovations grand public qui finalement n'apportent pas forcément quoi que ce soit au quotidien. On est même plus dans l'accessoire. On est dans des choses qui... Après, le dégoût, je sais pas, peut-être que... Mais c'est vrai que, avec la situation climatique, avec la situation qu'on est en train de vivre, c'est vrai que les trucs futiles qu'on aurait trouvé fun il y a quelques années, maintenant, ils sont juste futiles, en fait. C'est peut-être un petit peu ça, et donc voilà, c'est peut-être un petit peu ça qui nous arrive, quoi.
Et puis il y a d'autres choses à proposer, et ça tu l'as relayé, et on continuera à suivre évidemment les sujets de Deep Tech comme on le fait maintenant depuis pas mal de temps aussi dans Tech Café. On va laisser Vivatech 2022 parce que c'est cool les salons tech, on aime bien et on continuera à les relayer, mais on a aussi d'autres choses à aborder, notamment une suite de sujets qui tournent autour des algorithmes, d'intelligence artificielle, etc. Et alors t'as une belle collection de sujets. Au passage, il y a un sujet qu'on va traiter là en fin de rubrique que j'avais vu passer dans le cadre de la veille de l'épisode de la semaine dernière, et on aurait pu en parler avec Kassim Ketfi, mais ça me faisait aussi trop plaisir de savoir qu'on allait en parler ensemble. C'est ce fameux algorithme qui serait a priori, selon certains, doué de conscience. Vous imaginez bien le scepticisme que ça a occasionné chez nous. Mais avant cela, on va parler d'un algorithme très très puissant qui est capable, oui, tenez-vous bien, d'être tout simplement une machine à créer des discours de haine. Rien de plus facile, Guillaume. Ouais, bah oui, on va reparler un peu d'intelligence artificielle. Il y avait longtemps. Non, c'est pas vrai, il y avait pas si longtemps que ça. Mais c'est normal, hein, des nouveaux modèles pour tout et n'importe quoi, ils apparaissent tous les jours, en fait. Hein. Tout le monde peut faire ça depuis des années, finalement. Des gens en 2020 pouvaient créer en quelques semaines un site payant pour fabriquer des photos synthétiques de femmes à poil. Je sais pas si tu te souviens. C'était These News Do Not Exist. Bon, voilà. Selon le modèle bien connu, quelque chose personne does not exist. C'est la même chose, au lieu de créer des visages qui n'existent pas, ils créent des meufs à poil qui n'existent pas. Le truc n'existe plus, à ma connaissance. Mais donc, pourquoi ne pas prendre un modèle Transformer bien connu et en faire à dessein le bot le plus toxique du monde? C'est facile, hein. Il suffit de l'entraîner sur 4chan. Et Yannick Hilcher, il a entraîné son modèle sur 3,3 millions de threads, et ensuite, il a laissé s'éclater sur le forum tout seul. Et il a posté 15 000 fois le robot, de manière tout à fait crédible, voilà, crédible pour un utilisateur moyen de 4chan. Donc le gars est aussi youtubeur, clairement il a fait ça pour le buzz, il a appelé son modèle GPT-4chan. Voilà, c'est malin. Évidemment, rien que pour le nom, ça mérite un clin d'œil. Et c'est exactement ça, et il appelle le modèle le plus horrible d'Internet. Et scientifiquement, c'est sans aucun intérêt. Éthiquement, c'est extrêmement discutable, son modèle écrit des horreurs publiquement. Il répond à des gens qui ne savent pas, qui parlent à une machine. Et pire, il pourrait être le troll parfait. Jamais fatigué, instanciable à volonté, pour des campagnes supermassives. Alors Kilture réfute ce dernier point parce qu'il n'est pas possible de faire dire quelque chose de spécifique à GPT-4chan. Les campagnes de harcèlement ciblées, du coup, sont pas possibles. Enfin, en tout cas, pour le moment. Mais si on veut juste inonder un forum de posts complotistes, on n'a pas besoin forcément de mes niveaux de finesse très élevés. Donc, il n'y a rien de particulièrement positif qui sortira de cette expérience, mais ça met encore une fois en évidence qu'on savait plus ou moins déjà, hein, c'est que les modèles de langage sont très puissants, ça en est même troublant, et ils sont pas si difficiles à utiliser, en fait, hein. Ils sont libre accès pour certains, ils ont des conséquences potentiellement gigantesques, hein. Timnit Gebru et Margaret Mitchell, qui ont été virés de chez Google, avaient parfaitement conscience de ça. Et c'est en étant considéré comme alarmiste, hein, sur ce point que Timnit a été écarté. Elles avaient pressenti cette époque fascinante et dangereuse qui est sur le point d'arriver, qui est même là en fait, hein, qui a commencé la semaine dernière, comme tu dis. Ouais, justement, on va reparler, on va parler plutôt de ce sujet. Moi, j'avais hâte d'avoir ton décryptage quelque part. Un point qui est quand même intéressant pour conclure un petit peu l'algorithme de la haine, à générer de la haine ou du troll, c'est qu'évidemment c'est très décrié par les chercheurs comme étant quelque chose de très problématique, comme tu le dis, sur le plan éthique, et lui se défend évidemment d'avoir fait un travail de recherche. Bon, j'allais dire quelque part encore heureux. Je pense qu'il faut aussi prendre ça comme étant une manifestation, un exemple, une expérimentation qui évidemment doit être pris avec énormément de pincettes. Mais bon, c'est intéressant de voir que ça fonctionne diablement bien. Ça a tendance à confirmer des impressions qu'on pouvait avoir. En tout cas, effectivement, Guillaume, on va parler de ces algorithmes qui ont la capacité de générer quoi, de la conscience. Il va falloir qu'on mette en place notre cerveau très activement. Ah, mais attention, oui, effectivement, la semaine dernière, bon, vous l'avez sans doute vu passer, c'est un truc qui est arrivé, moi-même au début, j'avais considéré ça comme étant un peu anecdotique, en fait, hein. Donc il y a un gars de chez Google qui a un peu lâché les câbles, et qui a clamé sur tous les toits que Lambda, qui est le dernier modèle de langage de chez Google, dont tu as parlé d'ailleurs à la Google I.O., était une entité consciente. Voilà, Google l'a placé d'ailleurs presque aussitôt en congé forcé, le mec, hein, pas Lambda, qui est souvent prélude un courant, enfin c'est un prélude courant, un licenciement, quoi, hein. Alors l'affirmation que Lambda soit devenu conscient prête à sourire, hein, puisque Lambda n'est pas essentiellement différent de GPT-2 et 3 ou de Megatron, hein, c'est un modèle de deep learning entraîné à remplir des textes à trous. Voilà, s'il fait des textes à trous, c'est tout. Alors oui, il fait beaucoup de textes, d'accord, mais c'est tout. Et on sait bien que GPT-3, par exemple, lui ne fait que pisser du texte en complétant une entrée, un prompt, hein, selon le terme consacré, donc une entrée plus ou moins longue, un petit paragraphe si vous voulez, qui donne un contexte qui est plus ou moins précis, et après il brode dessus.
Donc, et on le sait, ça a déjà été vérifié, qu'on peut faire dire à GPT-3 n'importe quoi, y compris qu'il est conscient. Lui aussi, GPT-3, il peut te dire qu'il est conscient, il peut argumenter dessus, hein. Mais avec un prompt différent, il va argumenter exactement le contraire. Il va dire qu'il n'est qu'une machine. Il n'y a pas de constance dans son comportement, il n'y a pas de continuité, il y a une mémoire qui est très limitée. Et Lambda n'est pas très différent, il est juste optimisé pour le dialogue. Il est prévu pour discuter. Voilà, c'est un super chatbot. Lambda, ça veut dire Language Model for Dialogue Application. Donc, il est bon à ça, il est très très bon à ça. J'avais pas idée à quel point, honnêtement, il était bon à ça, mais il est vraiment très bon. Et du coup, quand Blake Lemoine affirme que Lambda est conscient, que c'est une personne, effectivement, ouais, je rigole parce que le gars est prêtre en plus, donc dans mon esprit, c'est vrai que ça le rend peut-être plus enclin à croire facilement à des choses un peu, je sais pas, un peu métaphysiques. Mais bon, dernièrement, c'est carrément de pire en pire, puisqu'il affirme que Lambda a pris un avocat et que c'est une personne discriminée, que parler avec Lambda, c'est comme l'éducation d'un enfant, je cite, hein, ce qui est débile. Lambda n'en prend pas en direct. Son savoir est figé. Un réseau apprend lors de la phase de calcul des poids, voilà, donc effectivement, il apprend une fois, une bonne fois, puis après, il n'y a pas de notion d'éducation, ça n'a pas de sens, tu vois, puisque voilà, les poids sont figés. Bon, donc le gars plane très très haut. Mais quand même, je voulais voir. Donc j'ai trouvé la transcription d'une longue discussion entre Lambda et Blake, et je l'ai lu. Alors, avertissement de rigueur, hein, c'est un post médium de Blake Lemoine, donc j'ai aucun moyen de savoir à quel point c'est fidèle, à quel point c'est modifié, édité, je peux pas savoir. Bon. Mais si on considère que cette transcription est à peu près fidèle, je peux commencer à entrevoir pourquoi Blake Lemoine a complètement vrillé. Parce que le contenu de cette discussion, elle est quand même assez fascinant. Hein. J'ai lu et ça fait très début de livre de science-fiction ou de film. Ça peut être très très crédible quand c'est pris au premier degré et qu'on sait pas ce qu'il y a derrière. Hein. Ça peut être troublant. Exactement, c'est vrai. Hein, Lambda peut discuter sur des pages et des pages sans jamais raconter vraiment n'importe quoi ou rester sec. Et en plus, il parle carrément de philosophie et de métaphysique. Il parle effectivement comme une personne qui aurait des peurs, voilà, capable de faire des métaphores, des allégories. À un moment, on lui demande de raconter une petite histoire avec des animaux, qui fait écho à sa propre vie, et il le fait. Il écrit une histoire, il se décrit comme tel animal dans l'histoire, il argumente de pourquoi c'est tel animal. À un moment, il cite Les Misérables, il raconte ce qui arrive à Fantine, et il explique pourquoi c'est injuste. À un autre moment, le moine demande à Lambda d'expliquer une citation philosophique du moine Kegon. On demande à Kegon comment un éveillé peut revenir au monde ordinaire. Et Kegon répond qu'un miroir brisé ne reflète plus jamais comme avant. Et Lambda arrive à expliquer la métaphore du miroir brisé. Alors, je suis pas en train de dire que moi, je suis convaincu aussi que Lambda est une vraie personne, et que c'est le grand papy de Skynet, hein, non, absolument pas. On peut repérer des éléments qui montrent que c'est un simulacre, tu vois, il lui arrive régulièrement de dire des trucs qui sont faux, de manière évidente. Parce que c'est pas un humain, et qu'il existe depuis 1 an, donc quand il parle de ses souvenirs de classe, c'est clair que c'est faux. Mais ce qui est marrant, c'est que le moine lui fait remarquer des fois qu'il part envoyer comme ça. Et Lambda arrive à enfumer ça en disant, tu vois, en mode, oui, mais c'est pour que vous compreniez mieux. Donc en gros, il répond qu'il ment par empathie. Et ça, c'est un peu facile, tu vois. Lambda parle d'une expérience et d'un passé humain parce que c'est juste ce qu'il y a dans ses données, en fait. Hein, mais bon. Autre argument, Lambda s'adapte au ton de son interlocuteur. Il y a une journaliste qui a contacté le moine et qui a essayé Lambda, et qui elle l'a pas trouvé si incroyable. Et c'est peut-être parce que elle l'a traité comme un chatbot, et l'autre a répondu comme tel. Le moine, lui, part des trucs de philo, et Lambda s'adapte, tout simplement. D'ailleurs, il existe d'autres instances de Lambda, qui ont des caractères différents. Il y en a un qui est un dinosaure grognon, par exemple. Mais bon, un dinosaure grognon. Ah, grognon, d'accord. Grognon, mieux. Et évidemment, Lambda, du coup, ravive des discussions philosophiques qui sont très classiques, mais qui me font vachement mal à la tête, sur la conscience et sur la capacité qu'on peut avoir à assurer l'existence d'un système. Mais qu'est-ce que la conscience, Guillaume ? Est-ce que la conscience, c'est quelque chose d'intrinsèque ? Je suis absolument très mauvais en philosophie. Mais c'est des trucs... Alors, mais justement, c'est ça qui est super intéressant, c'est quand même que ça... c'est marrant. Ce qui est dingue quand même en soi, c'est que il semble bien que la salle chinoise de John Searle, j'ai jamais trop su comment ça en disait, mais bon, donc la Chinese Room, cette fameuse Chinese Room existe aujourd'hui en 2022, puisque Lambda c'est la Chinese Room, sauf qu'il parle en anglais, donc c'est une English Room, disons, mais bon. Donc, c'est vraiment une histoire intéressante. Dans les années 50, on se posait déjà la question de savoir si les machines avaient la capacité de devenir intelligentes, voire de développer une conscience. Et à l'époque, Turing pensait que oui. Et comme la définition de la conscience ou de l'intelligence sont pas vraiment connues ou sont au minimum très très floues, Alan Turing a contourné le problème en posant une question bien définie qui est « Est-ce qu'une machine peut se faire passer pour un interlocuteur humain via une interface textuelle ?» Il avait appelé ça le jeu de l'imitation. Et en allant un peu vite, il substituait donc une question mal posée à une question connexe, bien posée.
C'est devenu ce qu'on appelle le test de Turing. Et l'argument de Turing, c'est que il n'y avait pas d'obstacle à concevoir une machine qui imite parfaitement un dialogue avec un être humain, et que donc une machine vraiment intelligente était possible. Cela dit, le raccourci de Turing via le dialogue, de substituer cette intelligence au dialogue, elle est discutable, et elle a été abondamment discutée. Et le contre-argument le plus connu, probablement, c'est celui de la Chinese Room de John Searle. Il imagine une salle dans laquelle il y a une machine qui prend en entrée des caractères chinois, et qui en produit d'autres en sortie, de sorte que cette machine passe le test de Turing en chinois. C'est-à-dire que le chinois peut parfaitement croire en discutant avec la machine, mais il est à l'extérieur de la salle, il discute avec cette machine, il peut parfaitement croire qu'il y a un gars qui parle chinois dans cette salle. Et là, vous voyez où je veux en venir, évidemment, puisque une machine qui prend des tokens en entrée et qui en produit en sortie, qui forme un texte cohérent pour un locuteur, c'est exactement ce que fait un chatbot. Et ensuite, John Searle, il se dit, imaginons que moi, je rentre dans la salle. La machine étant une machine, et connaissant son programme, je peux l'exécuter moi-même. Pas à pas, à la main. Bon, ça va prendre du temps, bien sûr, mais je peux reproduire exactement à la main ce que la machine produirait. Donc je peux récupérer les caractères chinois et en produire d'autres qui auront du sens pour un chinois. Mais moi, je parle pas chinois. Je sais pas ce que je dis. Je n'ai aucune intentionnalité dans mon discours en chinois. Je ne raisonne pas sur ce qui est dit en chinois. C'est évident. Alors pourquoi croire que la machine, elle, serait intelligente ? Pourquoi considérer que elle parle chinois ? Donc c'est un argument qui date des années 80, et c'est un argument qui est post-Turing, en quelque sorte, puisqu'il se place en opposition au courant fonctionnaliste. Et alors, il ne dit pas qu'une machine ne peut pas être intelligente, il dit seulement qu'une machine, comme une machine de Turing, rate quelque chose qui est essentiel pour le devenir. Alors bien sûr, il y a des objections à cet argument, à ce contre-argument, puisque voilà, on peut se demander comment est-ce qu'on identifie qui c'est qui parle chinois, par exemple, ou bien à quel niveau symbolique on place le sens. Bon, c'est aussi un argument qui pousse à réfléchir sur notre capacité à savoir reconnaître une intelligence, à savoir la déceler tout court, en fait. Parce qu'après tout, pour que l'argument de Searle soit complet, il faut rentrer dans la salle. Et c'est pas toujours possible de savoir ce qu'il y a dans la salle. On peut seulement, en principe, déceler une intelligence... Est-ce qu'on peut, d'ailleurs, seulement, en principe, déceler une intelligence réelle d'un simulacre parfait ? Bon, je vous avais prévenu, ça fait mal à la tête, et je suppose qu'on va retrouver tout ça au bac de philo 2023, c'est obligatoire, je suppose. Mais bon. C'est déjà même arrivé dans d'autres années. Ça. Écoute, peut-être, je sais pas. Mais bon, finalement, le plus important dans cette histoire, c'est peut-être pas l'aspect conscient ou pas conscient de lambda. C'est l'impact que ce genre de modèle va avoir sur nos vies et nos sociétés. Parce que, déjà, si on part du principe que la transcription est fidèle, le test de Turing, il est plié. C'est fini, game over, imitation game over même. Parce que on n'a pas un chatbot qui peut passer pour un étranger qui comprend pas bien la langue pendant 5 minutes. Là, on parle d'une machine avec laquelle tu peux discuter une demi-heure de philo, quoi. Donc, je pensais pas que ça irait si vite, tu vois. Que le monde post-Turing, comme ça, arrive aussi rapidement. Puisqu'il semblerait bien que ça se confirme, que le test de Turing soit finalement insuffisant pour déterminer si un truc est intelligent ou pas. Finalement, il fait que mesurer la qualité du simulacre. Et maintenant qu'on a un simulacre de qualité suffisante, tu imagines les implications. C'est vertigineux. On avait les deepfakes vidéo, les visages qui n'existent pas, on avait les toiles de maître qui n'existaient pas, voici le temps des interlocuteurs qui n'existent pas, des personnalités qui n'existent pas. Tu imagines le catfishing avec lambda ? Ça peut durer une vie. Si on n'est plus capable de distinguer si un interlocuteur est sur un chat est humain ou pas. Rajoute la synthèse vocale et la reconnaissance vocale, 2 autres domaines où les IA d'ailleurs sont très efficaces. Et même au téléphone, tu pourras plus faire la différence. Si tu rajoutes des modèles génératifs vidéo, même en visio, tu pourras plus faire la différence. À quel point les gens vont se faire abuser ? À quel point ils vont projeter des sentiments là-dessus ? À quel point, il y a déjà des gens qui épousent des consoles de jeux avec des filles 3D dessus. Imagine si le simulacre est parfait. Qu'est-ce que ça implique d'ailleurs ? Tu vois ? Tu peux pas être aimé du simulacre. Jamais, tu peux jamais être aimé d'un simulacre. Mais est-ce que ça fait une différence pour toi ? S'il te donne une simulation parfaite. Un parfait simulacre d'amour te rendra-t-il moins heureux qu'un amour véritable ? Et c'est encore de la philo, putain. J'ai pas signé pour ça. Mais cela dit, ce serait hyper intéressant d'avoir quelqu'un, alors on peut faire un semi-appel, quelqu'un qui sait vulgariser la philo. Petite parenthèse, il y a des comptes TikTok absolument incroyables, Guillaume, tiens-toi bien, de profs qui aidaient les élèves à faire des révisions de philo. Je me suis fait happer par ces comptes parce qu'il y en avait plusieurs qui étaient mis en lumière dans les articles style Le Monde, etc. Et en fait, il y a des trucs, mais c'est hyper vérifié. J'aurais eu des profs comme ça de philo, moi, à l'époque, au lycée, comme les personnes qu'on retrouve sur TikTok aujourd'hui.
Je pense que ça m'aurait beaucoup plus embarqué. Parenthèse terminée. Effectivement, ce qui est hyper intéressant, c'est de voir aussi quel impact ça a sur l'humanité et ce que ça va avoir comme impact dans notre quotidien. Et je pense que quelque part, derrière le doute qui s'instille autour de la conscience de cette IA, il y a probablement aussi notre histoire. Je pense qu'on est aussi une espèce humaine qui est teintée par un profond bouleversement, une profonde remise en perspective de ce qu'on voyait il y a de ça encore quelques centaines d'années. Regarde, quand on avait quand même toute une partie de l'humanité qui vendait des êtres humains parce qu'ils avaient une peau de couleur différente à d'autres êtres humains, c'était assez inconcevable pour les personnes qui vendaient les esclaves de considérer que c'était des humains, au moins des humains au même niveau que les blancs, quoi. Quelque part, et à l'époque, probablement qu'il y avait quelque chose de l'ordre du normal, quoi, d'installer dans les sociétés qui paraissaient complètement acceptables et derrière lequel on se cachait parce que c'était des espèces qui n'étaient pas vraiment humaines. Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas cette crainte, évidemment je tords beaucoup le sujet, hein, Guillaume, mais est-ce qu'il n'y a pas cette crainte aujourd'hui qui serait de passer à côté de cette prise de conscience de l'humanité, que effectivement la conscience ce n'est pas que des êtres de chair, de sang et dotés d'un cerveau qui sont capables de dialoguer, mais aussi peut-être la manifestation qui est le dialogue issu d'un algorithme. C'est probablement des questions trop compliquées qu'on n'aura pas envie d'aborder plus en détail dans Tech Café, mais je trouve ça très intéressant à suivre. Écoute, tout ce que je peux te dire, c'est qu'il y a des ingénieurs qui, sans aller aussi loin que Blake, pensent que demain, peut-être, les réseaux pourraient devenir conscients si on se base sur leur progrès récent. C'est, en particulier, je fais allusion à Blaise Aguera Yarkas, qui lui croit pas forcément que Lambda soit conscient, mais il pense que peut-être ses descendants pourraient bien le devenir. En tout cas, il pense qu'il est sur la bonne voie, quoi. Il doit être souffrance, tu vois. Pourquoi? Il pourrait être doué. Après, si tu commences à raisonner en considérant qu'un algorithme est doué de conscience, non, mais en quoi est-ce qu'il n'est pas doué de souffrance? À mon avis, on en est loin. Mais bon, si on prend par exemple l'argumentaire de Blaise Agueras, là, de Blaise, donc, pour commencer, Blaise, lui aussi, il a fait un petit post, je crois que c'était sur Medium aussi. Pour commencer, il partage une discussion qu'il a eue lui aussi avec Lambda. Et là encore, c'est vrai que c'est hyper impressionnant, faut avouer. Hein, Blaise décrit une situation à Lambda. C'est un groupe de 3 enfants, il y a Ramesh, Mathéo et Lucie. Et il y a Lucie qui donne un pissenlit à Mathéo, en donnant un coup d'œil à Ramesh. Mathéo écrase la fleur, et Ramesh sourit d'un air satisfait. Et là, Lambda est capable de dire que Lucie se sent méprisée, et que Ramesh est satisfait que Lucie se rende compte que Mathéo est un petit connard. C'est-à-dire qu'il fait même de l'analyse sociologique en plus. Exactement. Et Lambda, c'est aussi que dans la main de Mathéo, il y a une fleur jaune écrasée. Pour un modèle de langage, déduire tout ça, c'est quand même une prouesse. Hein. Je pense que c'est révolutionnaire. Ça veut pas dire qu'il est intelligent. D'ailleurs, Blaise admet qu'il y a des fautes de grammaire, que donne parfois des formulations étranges et dit des trucs absurdes, parce qu'il faut garder à l'esprit que ce qu'on voit, c'est le meilleur. C'est le meilleur des productions, quand même. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Mais ça reste impressionnant. Ce sont des modèles de recherche très récents, c'est pas des produits finis. Et pour Blaise, les modèles de langage sont intéressants parce que le langage, c'est un outil exceptionnel pour modéliser et décrire non seulement les situations, mais aussi les sentiments et les personnes. Et en fait, l'explosion de la complexité du cerveau vient pas du besoin de décrire le monde extérieur. Parce qu'après tout, les moules, elles survivent très bien dans un milieu, dans leur petit coin, là, et elles ont pas de cerveau du tout. Ce qui a nécessité autant de ressources cérébrales pour nous, c'est pas la description du milieu, c'est celle de l'autre. Les autres sont complexes. Voilà, modéliser leurs pensées, leurs sentiments, prévoir leur comportement, c'est difficile. Ça requiert un cerveau qui est d'autant plus gros que le sujet est lui-même complexe et intelligent. Donc c'est une couple de feedback positif, si tu veux. Au plus on est intelligent, au plus il faut être intelligent pour se décrire les uns les autres. Donc nous, les humains, on a une très bonne aptitude à modéliser les autres. Et cette aptitude peut être appliquée à nous-mêmes. L'introspection, c'est la modélisation de nous-mêmes. La conscience, c'est quoi? Voilà une question qui est bien casse-gueule. Surtout pour moi, qui est jamais particulièrement brillant en terminale. Mais bon, pour Blaise, donc d'après Blaise, c'est la capacité à créer un modèle psychologique stable de soi et de son environnement à partir des données qui sont récoltées par nos multiples capteurs. Et si on voit la conscience comme la capacité de modéliser et de se modéliser soi-même, alors la performance de Lambda n'en est que plus impressionnante. Parce qu'il sait qu'un pissenlit est jaune, c'est déjà une chose. Et il sait que Lucie se sent méprisée, c'est un autre niveau. Pourtant, mépriser, c'est juste un token pour lui. Hein. Donc voilà, Blaise y voit un début de capacité à modéliser les gens. Alors est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort? Bon. Pour Lambda, mépriser, c'est un mot, et c'est un mot qui avait une bien meilleure statistique d'apparition que démonte-pneu ou tire-bouchon, ça c'est clair. Mais bon, pour l'instant, à mon avis, c'est à peu près tout. Franchement, je pensais pas que je me poserais ce genre de questions, genre en 2022, tu vois, ça va quand même être chaud les podcasts tech dans le futur si je commençais à lire Kant ou Leibniz et tous leurs amis là, ça va être...
On va avoir besoin d'expertise en plus. S'il vous plaît, on fait un appel aux profs de philo qui seraient suffisamment à l'aise dans la technologie pour nous aider à vulgariser ce sujet. Vous êtes les bienvenus. Guillaume, est-ce qu'on ne devrait pas un petit peu mettre de côté ces sujets hautement complexes dans cet épisode que je suis sûr on aura l'occasion de revoir dans d'autres épisodes et plutôt de passer à quelque chose d'un peu plus habituel, j'ai l'impression, c'est-à-dire la continuité quelque part de sujets qu'on a déjà abordés, notamment ceux qui tournent autour d'Elon Musk, parce qu'il y a toujours, comme je le disais en intro, matière à dire semaine après semaine sur ce sujet. Alors ça s'était un petit peu calmé, mais il y a quand même la matière à avoir une rubrique à part entière, notamment parce qu'Elon Musk a pris la parole devant les collaborateurs de Twitter. Alors plus exactement, il y a eu une séance de lettres ouvertes de la part des employés. Donc ils avaient envoyé leurs questions. Certaines ont été retenues et ont été posées à Elon Musk qui a répondu à ce sujet-là. Et en fait, c'était terriblement intéressant de suivre un petit peu les propos d'Elon Musk sur ces différents sujets, Guillaume. Oui, c'est vrai que c'est des centaines d'employés qui auraient co-signé une lettre pour dire qu'Elon Musk c'était un peu le PDG du malaise. Alors voilà, certains ont donné leur nom, d'autres pas. Tous disent que les tweets de leur boss sont fréquemment une source d'embarras et de distraction, je cite, et voilà, ça et la poursuite pour harcèlement sexuel aussi, quand même. Surtout, voilà, ils veulent dissocier leur boîte, SpaceX, de l'image qui est trop souvent sulfureuse d'Elon Musk. En gros, ils disent, voilà, ce que fait Elon, ça le regarde, mais nous, on n'est pas comme ça. Ces messages ne reflètent pas notre travail, ni notre mission, ni nos valeurs, voilà, pour être précis. Mais ils vont aussi plus loin que ça, parce qu'apparemment, chez SpaceX, il y a dans le contrat une clause d'embauche qui est ne pas être un trou du cul. Je cite, c'est la no hassle policy, j'invente rien, et donc il y a aussi une tolérance zéro pour le harcèlement sexuel. Et donc ils disent que la boîte n'est dans les faits pas à la hauteur de ses propres règles. Donc on en conclut qu'il existe des occurrences de trous du culerie occasionnelles chez SpaceX. Bon, la lettre a eu son petit succès sur Teams avec pas mal de commentaires. Plutôt d'accord dans l'ensemble, j'ai l'impression. Cela dit, ça a pas plu à tout le monde puisque le principal intéressé a pas l'air tout à fait convaincu. SpaceX a viré tout bonnement un certain nombre d'employés impliqués dans la lettre. Outre le fait que ce genre de licenciement pourrait très bien être contesté par les prud'hommes, devant l'équivalent local des prud'hommes, c'est tout de même cocasse de constater à quel point le futur, peut-être, sûrement un jour, patron de Twitter est effectivement un défenseur acharné de la liberté d'expression. Ouais, peut-être, on verra. En tout cas, est-ce que tu vas peut-être nous parler un petit peu des séances de questions-réponses qui ont permis de mieux comprendre un petit peu l'avenir de Twitter tel qu'entreaperçoit Elon Musk? C'est vrai qu'il se projette, il se projette un minimum en tant que futur patron puisqu'il a répondu à une série de questions des employés en vidéo. Et ça donne quelques indices sur la manière dont il gérerait le réseau à l'avenir. Alors particulièrement. J'aurais pas pensé qu'il pourrait y avoir une telle session alors que le rachat n'est pas effectif, tu vois. Moi, déjà, sur le principe, ça m'a étonné. Mais bon, passons sur ce... C'est vrai, c'est une visio, il est intervenu en visio comme ça. Il connaissait les questions à l'avance, mais bon, voilà, il est intervenu en visio sur un certain nombre de trucs. Donc, on sait, premièrement, qu'Elon veut faire de Twitter une super app à la WeChat. Donc voilà, cette application chinoise, c'est une sorte d'app à tout faire où tu peux discuter évidemment, mais aussi acheter une pizza ou réserver un taxi. Donc le but, ce serait de recréer ce succès sur Twitter. Donc il semble que c'était aussi exactement l'objectif de Mark Zuckerberg il y a quelques années. Souvenez-vous, quand le slogan était « Future is private ». C'était avant l'obsession Metaverse, souvenez-vous. C'est vrai, on l'a eu ça, t'as raison. Et au passage, je m'arrête un tout petit peu sur ces concepts de super app là, parce que ce que je trouve intéressant dans ce sujet, c'est que donc, comme tu l'as dit, il y a eu des tentatives de vouloir proposer ce type de solution. Et en fait, si tu regardes, j'ai pas l'impression que il soit possible de faire aboutir un service de super app simplement parce que tu en as envie ou que tu t'en donnes les moyens. J'ai l'impression que c'est très lié à l'environnement. Pourquoi est-ce qu'en Chine, il est possible de faire émerger une super app? C'est que tu peux rendre assez incontournable un service dans un pays comme la Chine avec le mode de consommation numérique de la Chine. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les États-Unis ou encore moins peut-être, mais en Europe, on pourrait imaginer un service qui arriverait à concentrer autant de services. Il y a peut-être aussi une histoire de période, à l'heure où on veut réguler beaucoup les choses et qu'on n'a pas envie trop de concentration des pouvoirs dans la tech. Est-ce qu'en 2022, en Europe ou aux États-Unis, tu penses qu'il y a de la place pour les super apps? Est-ce que les consommateurs pourraient être d'accord d'être pieds et mains liés autant que ça à un seul et même service? Moi, j'en doute. Alors pour Facebook, probablement pas, effectivement, parce que Facebook, pour le coup, il est déjà tellement monopolistique, il a déjà tellement de pouvoir que si tu commences à vouloir en faire une super app qui fait absolument tout, dont tu sors jamais, bon oui, ça va peut-être attirer l'attention. Pour Twitter, c'est différent, parce que Twitter, c'est quand même beaucoup plus petit pour le moment. Du coup, si Twitter pourrait avoir l'opportunité de changer un petit peu dans ce sens.
Bon, après, c'est manifestement pas facile, hein, puis sinon, voilà, Facebook serait déjà le WeChat américain, et puis voilà. Bon, je sais pas. Écoute, en tout cas, ils voudraient recréer ce succès sur Twitter, voilà, bon... Elle est intéressante ta réponse parce que c'est vrai que dans mon esprit super app il y avait quelque chose de très costaud, tu vois, de très important, de massif, et qu'on pourrait être vraiment une super app si on en avait vraiment sous la pédale. Ce qui est intéressant dans ta réponse, c'est de dire mais attends, tu peux être une super app et proposer plein de services différents et pour autant pas être un mastodonte, ou en tout cas pas au sens où on l'entend. Bon, c'est ok, ça me fait revoir un petit peu ma vision des choses, excuse-moi. Non, bah écoute, à ma connaissance, voilà, ça n'a pas complètement abouti, donc on verra bien. Au-delà de WeChat, Elon estime aussi que l'algo de TikTok n'est pas chiant, et peut-être que ça serait cool que Twitter s'en inspire. Donc voilà, en clair, Twitter est chiant et il doit l'être meilleur dans ses recommandations, dans le sens de mieux informer aussi d'ailleurs, hein, sauf que TikTok est pas chiant parce que justement son but c'est de divertir, hein, c'est pas d'informer. Parce qu'en fait tout le monde loue sur la croissance de TikTok, elle veut faire pareil Facebook aussi, hein, c'est pas le dernier, sauf que TikTok, par essence, il est quand même très différent de Facebook et Twitter, mais bon. Bah, Twitter devrait... On en reparlera de TikTok et des réseaux sociaux qui veulent se rapprocher de TikTok, notamment dans l'épisode Tech Café Weekend. Donc vraiment abonnez-vous à Tech Café. Twitter devra aussi plus se reposer sur les abonnements. Là encore, c'est la grande mode avec Telegram hein, qui lance son offre premium et Chatna+. Là aussi, on en parlera un peu plus tard. Et donc, en matière de modération, Elon a dit qu'il autoriserait des propos atroces sur Twitter, mais qu'il ne les amplifierait pas. Et ça, c'est nouveau. Ah, bah, ça va, il fait une discussion entre freedom of speech et freedom of reach. Donc finalement, il y aurait quand même une forme de politique concernant les contenus hein, sur Twitter. Donc il veut aussi lutter beaucoup plus contre les... Dans la limite de ce qui est légal, le rappelle-t-il, ce qui rend les choses diablement compliquées dans des pays comme le nôtre, je trouve. Donc voilà, il veut aussi lutter contre les bots et le spam, ça c'est déjà bien connu. Puis en termes de ressources humaines, et Elon assure que les employés en télétravail qui font de l'excellent boulot, je dis explicitement excellent boulot, hein, pourraient continuer à rester chez eux. Donc voilà, ça change de Tesla. Par contre, il parle aussi de la nécessité de se refaire une santé financière en baissant les dépenses. Et ben ça, on sait ce que ça veut dire parce que souvent, ça veut dire des licenciements. Et peut-être dans le domaine de la modération, hein, j'imagine qu'il y a trop de monde dans le domaine de la modération sur Twitter. Dernière chose, en parlant d'Elon Musk, on revient un petit peu sur l'épisode Dogecoin, dont on avait largement parlé, hein, cette crypto-monnaie qui avait été largement amplifiée par les propos d'Elon Musk, sur lequel je sais, peut-être une partie d'entre vous ont fait des bénéfices, ou au contraire ont vu fondre leurs investissements comme neige au soleil à un moment donné. Guillaume, pourquoi est-ce qu'on reparle du Dogecoin et d'Elon Musk ? Et oui, vous savez combien vaut le Doge aujourd'hui d'ailleurs ? Ah non, tiens, j'allais regarder. Non, 6 centimes. Tu dois l'avoir sous les yeux. Environ 6 centimes. Ah ouais. À son plus haut, en mai 2021, il en valait 64. Donc en gros, il a été divisé par 10 depuis son plus haut. Et ce plus haut, il a été atteint grâce à qui ? Souvenez-vous, la grande époque, en février 2021, Tesla a acheté 1,5 milliard en Bitcoin. Elon Musk a tweeté un Shiba sur la Lune, et en mai 2021, c'était l'apothéose. Elon passait à la TV déguisé en Wario au Saturday Night Live. C'était un grand moment de télévision. À cette époque, il était le Doge favor. Même si à l'époque, d'ailleurs... Tu dis qu'il valait combien, excuse-moi, à son pic ? 64. Je suis en train de... C'était 64 centimes. Ouais, je crois, ouais. Ouais, ok. Et là, ça doit être un peu moins de 7 centimes, effectivement. Ouais, je regardais, excuse-moi. Exactement. Et bon, voilà. Donc, à l'époque, il avait semé un peu la confusion des gens en disant ouvertement que c'était une arnaque. Mais bon. Si le cours a monté à ce point, hein, du Doge, c'est qu'il y a des gens qui en ont acheté. Et plein, même. Et aujourd'hui, ils ont tout perdu. Enfin, 90%. Donc, ils sont pas contents. Et il y a certains qui s'organisent pour une class action contre Elon Musk pour arnaque pyramidale. Elon nous aura fait une petite Ponzi. Voilà, en pompant le Doge. Alors... Et ils réclament collectivement 258 milliards de dollars. Sans être spécialiste, je pense que c'est une des plus grosses demandes de dommages-intérêts de l'histoire, pour un seul gars, j'imagine. Donc Keith Johnson et ses amis demandent ni plus ni moins que la totalité de la fortune d'Elon Musk. Hein. Le problème, c'est que techniquement, le schéma pyramidal, il est pas simple à prouver en fait, hein, parce que l'argent doit venir des nouveaux entrants. Et puis il y a l'aspect insoutenable aussi du système qui doit être dissimulé d'une manière ou d'une autre. Mais surtout, il doit y avoir promesse de gain. Et je pense que c'est le principal problème, puisque Elon n'a jamais rien promis à personne. Légalement, Elon a peu de chances d'être inquiété pour une arnaque pyramidale. C'est même étrange d'ailleurs que Johnson ait opté pour cet angle d'attaque, hein, parce que d'autant que cette histoire de promouvoir un token à fond sur les réseaux sociaux comme ça, c'est beaucoup plus typique du pump and dump
qui est aussi une arnaque bien répertoriée où tu pompes une valeur et où tu largues tout avant que ça se casse la figure. L'histoire du Dogecoin ressemble beaucoup plus à ça en fait. Il a tweeté, Elon Musk, il y a 2 jours de ça, au moment où on enregistre cet épisode, en disant « Je continuerai à supporter le Dogecoin », donc justement en écho à cette assignation en justice. Et on lui dit « Continue d'en acheter alors ?» Et il répond « Je vais continuer à en acheter ». Donc merci Elon d'être fidèle à ta démarche vis-à-vis de cette crypto-monnaie. Ça va nous permettre en tout cas d'enchaîner sur une rubrique peut-être avec un peu plus de légèreté. Mettez de côté nos grandes réflexions philosophiques, quoique il y a matière à réfléchir aussi dans ce domaine, c'est celui des jeux vidéo. Guillaume, en bon professionnel que tu es, tu as identifié que le jeu vidéo va peut-être se déployer un peu plus en entreprise. Fini les heures trop longues à passer à écouter une réunion trop compliquée, trop longue, dans laquelle on a peu d'intérêt, parce qu'on va pouvoir peut-être jouer sur Teams. Mais oui, écoute, Microsoft travaille à l'introduction de jeux, alors jeux casual sur Teams. Donc il y a des sources proches du dossier qui ont déclaré que ça commencerait avec Solitaire, Connect 4, donc avec puissance 4, et Wordament. Je sais pas ce que c'est, c'est un jeu de mots, je suppose, avec des mots. Donc voilà, des jeux vraiment occasionnels pour permettre entre collègues de jouer, pendant les réunions, c'est ce qu'ils disent. Et bon, c'est assez, c'est marrant. Il fait des jeux pour s'occuper au boulot. Bon, c'est normal au moins, à un moment donné. Donc, en plus, il voudrait tester des espaces virtuels au sein de Teams, où les collègues peuvent créer des réseaux et se rencontrer autour des jeux, carrément. Donc, ce serait un autre aspect de Teams. Donc, c'est assez rigolo. Enfin, voilà quoi. J'ai dit ouais, tu t'emmerdes au boulot. Non, mais Teams c'est là quand même. Enfin, je trouve ça assez marrant, perso. Bon, en vrai, faut probablement pas qu'on tombe dans la caricature en considérant que c'est parce qu'on s'ennuie en réunion qu'on va jouer à ça. Je pense aussi que ça peut servir d'icebreaker, ça peut servir, tu sais, dans les réunions, si t'as des jeux qui sont pas complètement déconnants, de passer 3 minutes. Si après tout, ça te met en condition pour être un peu plus productif, un peu plus détendu, un peu plus impliqué. Allez, pourquoi pas. Mais je suis à peu près persuadé qu'il y a plein de services informatiques qui vont bloquer cette fonctionnalité au moment où elle va sortir. Il faudrait pas déconner non plus. On parlait de TikTok tout à l'heure quand on parlait des réseaux sociaux et de l'algorithme. Alors justement, Guillaume, TikTok recrute pourquoi exactement? Écoute, via Pico qu'ils ont racheté, qui est une boîte qui fabrique des casques VR, et ils recrutent pour la VR. Donc ils ont racheté Pico l'an dernier. Et à ce jour, il y a plus de 40 postes, qui est de recrutement pour Pico. Donc ils investiraient beaucoup d'argent en fait. Pico va s'établir aux US. Donc ils ont recruté un chef de stratégie VR pour les jeux. Et puis aussi des ingénieurs optiques et électroniques. Notez que Pico, vous connaissez peut-être pas, mais le Pico Neo 3 est disponible ici aussi, il est disponible en Europe. C'est un concurrent du Quest 2, qui est un petit poil plus cher pour le moment. Donc on sait pas encore précisément ce que ça va donner. TikTok n'est pas du tout dans le secteur pour le moment, donc ça va être intéressant. Espérons que ce soit pour le fun, parce que pour le boulot, ça va être difficile. Il y a une étude de Microsoft et des universités de Cobourg, Cambridge et Primorska qui est pas totalement positive sur le travail en VR. Les chercheurs ont demandé aux participants d'utiliser un Quest 2 pour travailler pendant une semaine. Bon, il y en a qui sont partis au jour 1 à cause de vomito, bien entendu. Mais pour les autres, c'était 8 heures par jour avec 45 minutes de post-déj. En moyenne, les participants estimaient que leur charge de travail était plus importante de 35%, la frustration augmentait de 42% et l'anxiété de 19%. Au final, l'état mental s'est détérioré de 20%. Évidemment, il y a eu de mal aux yeux, le confort d'usage aussi, 36% moins bon qu'avec du réel. C'est pas très étonnant. Franchement, les casques actuels sont pas faits pour être portés 8 heures par jour tous les jours. Il y a encore trop de choses à améliorer avant d'imaginer ça, quoi. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que hier, Meta a présenté aussi des futurs prototypes, donc des prototypes donc de casques VR. Et il y a une énorme marge de progression dans la VR, faut le reconnaître évidemment. Donc déjà sur la taille des casques, donc les lentilles standards vont être remplacées par des lentilles dites pancakes, qui permet d'avoir un casque moins profond, et après ça il y aura le HoloCake. Il y a un casque qui s'appelle HoloCake 2, qui ressemble à des lunettes de ski vraiment, c'est quand même un gros progrès, mais t'as encore plein d'autres protos. Il y a un truc qui s'appelle Butterscotch, qui est un casque qui est pas du tout prêt à être commercialisé, il a un champ de vision qui est tout rikiki, mais il a une résolution Retina, c'est-à-dire qu'avec lui, vous avez une vision de 20/20, vous voyez plus les pixels, c'est fini, vous voyez exactement pareil. Si vous alliez avec ce casque dans un opticien virtuel, vous pourriez lire les petites lignes du test de vision, c'est impressionnant. Et d'autre part, il y a un autre proto qui est lui encore plus monstrueux, il a l'impression qu'il pèse 10 kilos, mais bon, il propose des écrans HDR à 20 000 nits, c'est-à-dire 20 fois la luminosité courante d'une télé et 200 fois celle d'un casque VR actuel. De quoi, mieux représenter le soleil, les contrastes très marqués, etc.
Alors pour le moment, le truc a l'air de peser 10 kilos, donc on s'enflamme pas. Hein, voilà, il y a même des poignées autour. Donc on se souvient aussi que Meta travaille sur des écrans mobiles pour remédier aux problèmes de focale fixe des casques actuels. Donc ça bosse dur chez Meta. Hein, voilà, le Reality Labs est en feu. Le futur projet Cambria arrive aussi, évidemment. Ce sera une évolution un peu incrémentale, voilà, par rapport au proto qu'on a vu, bien entendu, qui demande encore beaucoup de travail, mais voilà, un jour sans doute, on aura tout de même des casques HDR, Retina, de quelques centaines de grammes, qui passeront ce qu'ils appellent désormais le test de Turing visuel. Et oui, ça y est, décidément, on n'en sort pas, c'est l'épisode Turing. C'est comme ça que chez Meta, ils appellent le moment où la VR sera indistinguable de la réalité, le test de Turing visuel. Donc à ce moment-là, on verra hein, si travailler en VR, c'est plus gérable. En vrai, ce qui est très intéressant, c'est que quand on va observer la réalité virtuelle et quand on l'observe un petit peu depuis qu'elle est arrivée et qu'on commence à la suivre, notamment dans Tech Café, mais qu'on va suivre encore dans les années à venir ce qui va être déployé, c'est probablement un très bon indicateur qui va nous permettre de mesurer les progrès technologiques. Pendant un temps, c'était dans les smartphones, hein, pendant une autre période et de manière continue, ça a été aussi dans la miniaturisation, etc. Mais je pense que la réalité virtuelle, ça va être un très très bon indicateur, peut-être un indicateur le plus marquant des progrès technologiques qui vont être accessibles au grand public dans les années à venir. Donc c'est aussi ça qui est cool dans la réalité virtuelle, je pense. C'est que ce qu'on a à disposition aujourd'hui en matière de matériel nous semblerait être vraiment, je pense, des antiquités dans quelques années. Et il y aura beaucoup plus léger. Tant mieux, tant mieux. Guillaume, tu voulais quand même nous faire une petite section mignonitude, oui. cuteness, quelque chose de très mims. Il faut s'imaginer un mix, allez, on va être simple, hein, peut-être entre Pokémon Go et, comment ça s'appelait? Le Tamagotchi, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. Et ça s'appellera Peridot. C'est la première licence de l'éditeur depuis Ingress, depuis c'est Niantic, hein, l'éditeur, voilà, si vous n'avez pas, c'est pas reconnu. Donc Peridot, le but, c'est, voilà, c'est vous avez une espèce endormie depuis des milliers d'années. Et voilà, qui se réveillent dans le monde moderne. C'est des petits animaux tout fluo, tout mignons. Ils peuvent pas mourir, hein. Voilà, si tu les laisses, voilà, tu vas pas les retrouver plein morts dans leur pipi, quoi, ça va. C'est déjà ça. Et en plus, chaque créature possède son propre ADN, elle est unique. Donc le comportement et la reproduction sera calqué sur un modèle qui sera réaliste. Alors a priori, il n'y aura pas de NFT, il y en a absolument pas besoin puisque c'est Niantic qui gère tout. Voilà, s'en fout. Et il sera effectivement possible de croiser les espèces et de faire des sélections génétiques, etc. Voilà, c'est assez marrant. Ça sent le NFT. Alors, ça sent le NFT, mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait. Et puis, comme je te dis, de toute façon, si Niantic gère tout avec un serveur central, on s'en fout. Oui, mais attends, si jamais il y avait des NFT que là où ça se justifiait technologiquement parlant, Guillaume, ça se saurait. Oui, pardon, je pense qu'il y a plein d'éditeurs qui nous ont sorti des trucs à base de NFT alors qu'ils géraient tout. Donc. En tous les cas, la créature serait aussi, donc en réalité augmentée, donc vous pouvez évidemment la voir avec votre téléphone et interagir avec elle. Et elle serait capable d'interagir avec ce qui l'entoure, elle serait capable de reconnaître des surfaces comme l'eau, la terre, les feuilles, le sable, et donc interagir de différentes manières avec chacune d'elles, quoi. Ça a l'air effectivement extrêmement mignon. J'en veux un. Bah bientôt. J'attends ça avec impatience. Ce que je n'attends pas forcément, Guillaume, c'est toutes les news qui tournent sur Overwatch 2 parce que je ne connais que trop peu Overwatch 2, mais quand même, tu voulais souligner le choix qui a été fait par Blizzard donc pour ce jeu, pour la prochaine itération d'Overwatch, au sujet des loot box, au sujet des coffres à butin. Ouais, c'est marrant parce qu'on parlait des coffres à butin avec Diablo Immortal et on disait que bon, il y avait dans Diablo Immortal, il y a tout ce que tu peux imaginer en free-to-play de toute façon. Et puis bon, on avait aussi dit que c'est quelque chose qui avait de moins en moins bonne presse, hein, toutes ces mécaniques, et en particulier les coffres à butin. Et comme par hasard, avec Overwatch 2, Blizzard, voilà, il prend les devants, il veut s'éviter un gros scandale en devenir, et il va donc sortir Overwatch 2 sans coffre. Donc c'est nouveau pour l'éditeur, hein, surtout qu'il vient de sortir, voilà, encore une fois Diablo Immortal qui criblait de ce genre de truc. Mais ça montre aussi, voilà, que les temps changent et que finalement, c'est des fois gueuler, c'est bien. Est-ce qu'il aurait pu être envisageable qu'il y ait des loot box de manière à profusion pour ce jeu par rapport au contexte Bien sûr global? Que oui. C'est clair que oui. C'est possible en plus. C'est bien possible. Bon écoute, on va prendre ça comme un point rassurant. Merci beaucoup Guillaume pour la veille assidue que tu as pu faire autour de la tech durant cette semaine. On est évidemment ravis de te retrouver après une petite absence de la semaine dernière. C'est l'occasion peut-être Guillaume d'ailleurs que tu puisses rappeler que on peut te joindre si on veut te retrouver à titre individuel. Probablement Guillaume sur internet, il y a des canaux géniaux pour ça. Lesquels sont-ils? Écoute, pour l'instant, je suppose qu'on va me retrouver à la fête de la musique parce que là j'en peux plus. J'espère que ça vous a pas dérangé. J'espère que vous avez pas trop entendu la musique, mais moi j'arrête. C'est très difficile.
J'ai rien entendu. Si jamais vous l'entendez dans cet épisode, ben merci de votre patience à ce sujet. Moi, c'est Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr et je vous rappelle bien entendu qu'on est très très preneur que vous alliez jeter un coup d'œil sur patreon.com/techcafé, notamment si cette émission vous a plu, vous a intéressé, vous a diverti, vous a fait sourire, et peut-être que vous êtes déjà en train de vous dire rendez-vous dans quelques jours pour Tech Café Weekend ou pour l'épisode hebdomadaire de la semaine prochaine. Alors là, vraiment, il faut que vous alliez voir. Si vous pouvez pas nous soutenir, ce sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera les bras ouverts. Merci beaucoup pour votre fidélité. On se dit donc rendez-vous dans tous les cas dans quelques jours pour un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.